Tu vois? Donc c'est dans cet état d'esprit qu'on Mais est. il a beaucoup parlé quand même de dette, comment on appelle ça, du club de Rome, etc. Sankara, il était très Ah non, mais impliqué attention, dans... attention, attention. Moi, j'ai pas dit qu'il n'a pas parlé. Je Ouais, dis ouais, que ouais, ouais. Il avait... il a dénoncé tout ça sans être non plus dans une logique de le sanctifier. Genre que tous les aînés ont fait un travail avec leur grandeur et leurs limites aussi. Ouais, bien Et sûr, leurs ouais. enfants, nous tous, on fera la même chose aussi. D'accord? Ouais. À notre niveau. Thomas Sankara a dénoncé, avait analysé le problème, c'est pour ça qu'il s'est fait tuer. À l'époque, on les tuait. Aujourd'hui, on les met en prison. On nous met en prison. Ou, Oui, comme Gbagbo. voilà. Tu vois, voilà. Et après, voilà, bon, Sankara et Gbagbo, c'est deux histoires différentes. Même si Gbagbo n'a pas à être à la haie, normalement. D'accord? Bah, il Non, doit non, être au moins jugé par les Ivoiriens. non, mais par les si ça siens, se passe- par voilà, les siens et c'est- pas par des assaillants. Voilà, pas par on est l'Europe. d'accord, c'est clair. Voilà. Et c'est un crime qu'il soit là où il est, alors que l'autre boucher du FMI, Hassan Dramatique Ouattara, comme on le surnomme, est là où il est. C'est clair. Voilà. Bref, continue. Alors voilà, alors bon, il y a pas mal de questions. Bon, les questions, on va éviter de trop parler. Peut-être un petit mot sur la dissidence pour en finir, mais on va pas passer l'heure là-dessus. Et je pense que Surtout que je fais une interview aujourd'hui pour Agence Info Libre. où tu t'exprimes largement Ouais, là-dessus, ouais, donc ouais. on va pas y revenir. Moi, je pense que c'est plus intéressant de parler de panafricanisme. Bah Il y a- après, si tu as une question dessus. Oui, bah c'est rapidement. plutôt, ouais, parce que je vois, il y a plusieurs questions. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe avec Soral, etc., etc. Écoute, moi je ne veux pas parler de 10 ans, je l'ai dit et ça, vous le verrez demain, en ce qui concerne l'affaire Soral. Moi je le dis et je le répète, un homme qui est avec une femme, il s'en embrouille, ça ne me regarde pas. Et je me méfie de ceux qui parlent trop des histoires de couple entre un tel et un tel. D'accord? Moi ça me pose problème. Occupe-toi de ta vie. Quand ta vie est remplie, tu n'as pas le temps de parler. Par contre, moi la seule chose qui a fait que j'étais obligé de réagir et que je réagirai toujours dans des cas précis comme ceci, c'est quand il dit, alors peut-être, il dit maintenant que l'autre l'a insulté. Elle a insulté Voilà, Sall, elle a insulté de sale blanc. S'il a insulté, de toute façon, normalement, Soral est censé avoir, il a une réflexion. Tu l'insultes elle. Mais commence pas à insulter toutes les femmes noires de pute, ça passe pas. Moi j'ai une fille noire, tu vois, je suis sorti d'un ventre d'une mère noire, j'ai un long historique avec les Ah sistas. bah, moi aussi. Voilà. Non mais tu vois, je veux dire, Ouais, moi je suis un amoureux transi des sistas, on me colle toujours derrière une réputation de dragueur, de femme noire, etc. Et j'ai aucun problème à assumer toutes les étiquettes qu'on me donne. Tout le monde sait que j'aime la femme noire. Quand tu dis les femmes noires sont des putes, ça me pose problème. Tu vois. Donc moi c'est sur cette seule chose-là que j'ai réagi et que je réagirai toujours si ça devait se reproduire. Après il y a un jeu malsain. Et dire ça ne veut pas dire qu'en gros c'est une question, ouais, je suis avec Binti contre... Non, je suis contre le fait qu'on traite, et ce que ça dépasse le cadre de la sœur. Je suis contre le fait qu'on parle des femmes noires comme des putes. Ça c'est impossible. Tu vois, si tu as un problème avec une pute, traite-la de pute. Dis pas toutes les femmes noires sont des putes, c'est tout. Après, pour le reste, c'est vomitif. L'instrumentalisation qui en est faite, certains qui sont cooptés, il faut dire les choses, pour essayer de saboter Soral et Dieudonné au moment où ils sortent leur projet politique. Moi, on va en parler de la réconciliation nationale. Ah bah oui, J'ai c'est vrai, aucun voilà, problème. bah, Parce que c'est la suite un petit peu de l'émission la dernière fois que tu m'avais invité, puis tu avais continué après que je sois parti. Ah bah oui, mais non, mais j'étais obligé de parler. mais tranquille, mais tranquille, on peut en parler. Moi, la réconciliation nationale, dans le titre, le concept, ça, c'est quelque chose qui me parle, qu'on soit dans une logique de camaraderie, de fraternité, communauté d'idées, ça me parle. Maintenant qu'on me parle par le biais de l'assimilation, ça c'est de l'idéologie, c'est pas de la frustration. Je suis pas d'accord avec ça. L'assimilation pour moi n'est rien d'autre que l'extension de la colonisation. L'assimilation pour moi n'est rien d'autre que une branche quelque part du mondialisme que nous connaissons aujourd'hui. Quand je vais en Afrique, je vois des communautés des Français et autres qui vivent, eux ils sont pas là pour te chanter l'hymne national du pays dans lequel ils sont, ils vivent. Personne ne va leur casser les pieds. Les Chinois ne viennent pas et chantent l'hymne national, font les patriotes, etc. Mais on vit en paix. On vit en paix dans un certain ordre d'idées. Pourquoi nous forcer les Chinois qui sont ici? Vous ne les forcez pas à chanter la Marseillaise. Ils cassent les pieds à personne. Pourquoi moi, ce qui me pose problème, c'est de dire, si tu es contre l'assimilation, ça veut dire que tu es pour le choc des civilisations. Pour moi, ça, c'est caricatural. Non, mais est-ce que les Blancs là-bas, ils n'ont pas les papiers africains aussi? Enfin, s'il y en a une Bien sûr partie. que si. Il y en a une partie qui ont les papiers. Si, il y en a beaucoup qui ont les papiers africains. Bien sûr que si, justement. Il y en a beaucoup qui ont les papiers africains. Il y en a même qui se marient avec des Africaines, tout ce que tu veux. C'est pas pour autant qu'ils vont chanter l'hymne national forcément. Il y a certains cas, certaines exceptions, mais du pays dans lequel ils sont. Dans lequel ils sont. Moi, la chose que je dis, c'est que sur le terrain idéologique, et ça, c'est pas nouveau.
Alors qu'il y a peut-être des gens qui nous découvrent, il y a peut-être des trolls qui nous découvrent en 2014. J'ai commencé en 99, l'activisme politique. Je me suis fait connaître, non pas par le biais de la dissidence, je me suis fait connaître par mes activités politiques sur le terrain. 2006-2005, interdiction de mes organisations par le gouvernement Sarkozy et autres. D'accord. Donc ça, c'est du concret aussi qu'il faut rappeler à certaines personnes qui parfois sont des nouveau-nés, qui ont des regards péremptoires sur des choses qui nous dépassent. Non. Tu vois. Et j'aime bien dire ça. Bien sûr, tu vois, j'ai aucun problème à le dire. Donc, mon discours a toujours été, d'hier à aujourd'hui, ça n'a jamais changé sur cet aspect-là, d'énoncer que l'assimilation pour moi est un problème. Nos parents se sont battus pour l'indépendance, ils ne sont pas battus pour qu'on soit les tirailleurs d'un pays ou d'un autre. Par contre, et je le vis dans son intégralité parce que ma démarche elle est bicéphale, elle est à la fois continentale et elle est diasporique. Quand je viens dans la diaspora, je fais mes conférences auprès des gens de ma communauté et d'autres, des frères de douleur, qui ne sont pas les frères de couleur mais de douleur et qui viennent aussi. Il y a une fraternité. Parce qu'on est tous des esclaves sur cette plantation-là aujourd'hui. Et je lui dis toujours, et je mets au défi les gens, ceux qui suivent mes conférences de ces 5 ou 6 dernières années, je mets au défi de trouver des conférences où je ne dis pas aux nôtres, respectez le pays dans lequel vous êtes. Le problème n'est pas le français. Le problème, c'est l'élite. Ça fait 5 ou 6 ans, depuis ma première incarcération sous le régime Sarkozy en 2007, que j'ai dit ça. D'accord ? Donc, c'est pas, si tu es contre l'assimilation, tu es pour le choc des civilisations. Ça, c'est un cliché qu'il faut arrêter. Il faut arrêter cette caricature. Et c'est pour ça que je voulais venir ici aussi pour le dire. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire cette histoire-là. Il peut y avoir différentes formes de réconciliation et de fraternité. Moi, je suis frère avec des gens, je vois des Corses qui sont réputés parfois dans notre communauté comme des gens racistes, etc. Moi, je vois des Corses, on se prend dans les bras. Il y a une fraternité réelle. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des patriotes, j'ai des Bretons que je vois, avec lesquels j'échange, avec lesquels j'ai une fraternité réelle sur le terrain de l'idée. Donc c'est pas parce que tu es contre l'assimilation, j'ai pas envie de chanter, de postillonner comme Thuram la Marseillaise, ça veut pas dire que je suis pour le choc des civilisations. C'est simplement ça que je dis. Mais pour revenir maintenant à la dissidence et au duo Diodo-Soral, je trouve malsain, et c'est pas un hasard, que le système récupère cette affaire et cette altercation entre ma sœur Binti, qui je l'espère, moi je le dis du fond du cœur, j'espère qu'elle fera une grande carrière, et j'espère qu'elle brillera. Moi je comprends quand elle se fait insulter de sale pute noire ou autre, elle n'aurait peut-être pas dû parler du gros porc blanc ou autre, enfin je sais pas, moi j'ai pas les termes exacts. On attendra que la justice tranche pour vraiment se prononcer. Pour l'instant c'est les feux de l'amour, c'est pas du concret. La seule chose que je dis, c'est que si quelqu'un traite les femmes noires, moi je me sens concerné, mais de la même façon, moi ça me déplaît quand je vois Actualité Juive, quand je vois Libération, quand je vois tout le monde se servir de cette affaire pour essayer de détruire Soral et Dieudonné, avec lesquels je suis en désaccord idéologique. Oui, en plus. Non, avec lesquels je suis en désaccord idéologique, mais je n'oublie pas qu'on a le même ennemi, et je serai toujours plus proche de Dieudonné Soral que de Bernard-Henri Lévy. Mais maintenant, ça n'empêche pas que moi, j'ai mon discours et j'ai mon combat et mon travail panafricain, parce que je suis cohérent depuis des années, d'accord, dans ma démarche, et c'est pour ça qu'on a l'audience qu'on a aujourd'hui, sur le continent africain ou dans la diaspora. Ça aussi, c'est du factuel. C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire, allez, il y a 3 lignes. Il y a une ligne comme la tienne, très panafricaniste, on va dire une ligne à la Diodo un peu mondialiste presque, et une ligne, allez, j'ai envie de dire presque assimilationniste, intégrationniste. Bah, moi déjà dans le chapeau je mets pas Cardé. Enfin, voilà, dire que Cardé ou d'autres, parce que Cardé suit Soral et Soral s'aligne avec Dieudonné. Donc parlons des têtes des têtes pensantes et pas de ceux qui suivent. En ce qui concerne quelqu'un comme Dieudonné, sa vision est une vision de se dire quoi qu'en privé il a un autre discours. Moi, je parle beaucoup avec Dieudonné en privé, un autre discours. Ouais. D'accord, ça c'est un premier point. Sa vision, c'est de se dire, il est républicain, il est français, etc. C'est peut-être dû à son histoire aussi, je ne vais pas lui en vouloir. D'accord ? Moi, j'ai un autre projet. Je pense qu'on peut vivre dans différents pays, comme tous les peuples le font, sans s'oublier soi-même, et contribuer sans faire de bruit au développement de notre pays d'origine. Je prends l'exemple, je reviens sur l'exemple des Chinois. Les Chinois, vous ne les verrez jamais faire des quotas ou de la chouinerie victimaire. Oh, je ne suis pas représenté à la télé, il n'y a pas de ching chong ching sur TF1. On veut plus de Chinois qui présentent la météo, ou on veut plus de Chinois au Parlement français. Non, les Chinois, ils ne sont pas dedans. Ils ne font pas de bruit. Ils s'organisent en communauté. Ils sont solidaires. Ils respectent le pays dans lequel ils sont. Il y a des excès aussi, parce que parfois, on sait comment fonctionnent les Chinois. Mais ils s'organisent et contribuent à la consolidation, même plus au développement, mais à la consolidation de leur pays. Moi, c'est ce schéma-là que je veux pour la diaspora. Je n'ai jamais dit, et ça c'est la caricature, que certains qui voudraient quelque part circonscrire mon discours à une certaine sphère, certains veulent faire croire que Kémy Séba dit simplement tous les Noirs doivent rentrer en Afrique. C'est pas vrai ça.
Et c'est pour ça que j'ai autant de... D'accord, t'es pas pour la remigration, comme on dit, parce qu'on nous a posé la question. Non, mais ouais. je pense que la solution la plus courageuse, je le dis clairement, la plus grosse rupture mondialiste pour les afros, c'est de rentrer. Ça, je le dis clairement, il n'y a pas de débat dessus. Pour moi, c'est la plus grande fracture. Un nègre marron, la définition du nègre marron, de l'esclave rebelle, c'était celui qui quittait la plantation. Ouais. C'est la définition. Zumbi do Palmarès, il a quitté la plantation tenue par des esclavagistes, là encore une fois, issus de la casta patrie qu'on ne citera pas, et il est parti à Palmarès, ils ont construit leur cité libre. C'est la démarche dans laquelle je suis. Mais maintenant, il y a une deuxième étape, il y a une deuxième phase, un deuxième axe, et ça fait partie aussi de mes nombreux sympathisants, qui, elle, ne bougera jamais d'Occident. Et et ces gens-là veulent être respectés en tant que ce qu'ils sont, ne veulent pas être les tirailleurs ou les punching balls de qui que ce soit. Ils veulent respecter le pays dans lequel ils sont, mais veulent contribuer au développement de leur terre d'origine. Il y en a des millions comme ça. Mais par exemple, il y en a des millions comme ça. Dans la diaspora noire, on va dire, prenons par exemple les Américains, qui représentent, je sais plus, c'est 40 millions, voilà, 40 millions à peu près de Noirs américains. Eux, ils se sentent très loin de l'Afrique. T'as déjà été. Bah écoute, moi j'y suis allé, c'est beaucoup plus complexe que de dire eux dans la globalité. Oui, eux dans la globalité. Parce que je dis d'une façon générale. Parce que je connais énormément d'Afro-Américains, énormément, qui font, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un festival au Ghana, qui est dans cette logique justement du rapatriement, ne serait-ce que culturel, où les Afro-Américains viennent chaque année sur la terre-mère pour communier avec leurs ancêtres, leurs aînés. C'est pas tout le monde qui fait ça, évidemment. Mais il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Même quelqu'un comme Michelle Obama, qui pourtant est loin d'être de notre bord, fait partie de ces gens-là qui, par rapport à leur rapport avec l'Afrique, ne nient pas cette réalité. Il faut faire attention. Après, est-ce que ces derniers vont rentrer sur le continent africain? C'est pas le but. Là où ils ont été 400 ans là-bas. Il faut qu'ils se fassent respecter en tant que ce qu'ils sont. C'est pas le problème. De la même façon que je dis toujours à mes frères et mes sœurs, on a beaucoup de sympathisants aux Caraïbes francophones. Certains me disent, mes frères, est-ce qu'on doit rentrer sur le continent? Non, c'est pas nécessaire. Rentre déjà dans les Caraïbes et fais en sorte que nos îles soient indépendantes. Fais en sorte que la Guadeloupe soit indépendante. Moi, c'est mon projet. Ça dérange quand je dis ça. Oula. La dissidence franco-française, ça dérange, mais moi je le pense. Je fais partie des gens qui pensent que... les dom-toms doivent être indépendants. Bien sûr que oui. Il faut qu'on assume. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se plaindre et en même temps être toujours relié à la plante. Non. Il faut qu'on écoute les indépendantistes chez nous. Il y en a. Il y en a beaucoup aux Caraïbes. Non, mais il y a Garça mais ils vont faire quoi sans la France? Très honnêtement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis ça, Quand je dis ça, sans la France, c'est au sens économique du terme. Qu'est-ce que le Burkina Faso a fait quand il s'est... Pardon? Ah, d'accord. Alors, je vais prendre un autre. Sur le mien? Non, c'est le mien. Là, ça va mieux? Là, ok, super. Oui, quand je dis ça, sans la France, je m'explique, parce que je vais pas balancer ça comme ça. Mais Sankara agit sans la France? Bien sûr. Sékou Touré agit sans la France? Non, mais bien sûr, mais une île des Antilles. Aujourd'hui, par exemple, un pays, pour moi, c'est la même chose. La Martinique a un très haut niveau de vie, puisque c'est le plus haut niveau de toutes les Antilles. Exactement. Si la Martinique, demain, on va dire, elle est indépendante, elle aura plus l'aide directe de la France. Donc, ça veut dire que l'économie, entre guillemets, du pays, il va falloir retrousser les bras pour retrouver le niveau de vie. Parce qu'il y a... Et on peut pas le faire, on est paresseux? Non, je dis pas on peut pas le faire, mais moi je pense que beaucoup d'Antillais appréhendent beaucoup de le faire parce qu'ils ont eu plusieurs fois l'occasion quand même de, on va dire... Même Aimé Césaire a refusé l'indépendance pour l'autonomie. Voilà. Ils ont eu l'occasion et ils ont tous refusé à chaque fois systématiquement. C'est plus complexe que tous refuser. C'est beaucoup plus complexe que tous refuser. Tu connais aussi le système démocratique dans sa version matrixée, pour synthétiser. C'est beaucoup plus complexe que ça. Des mouvements indépendants en Martinique ou en Guadeloupe, je passe le bonjour d'ailleurs à Garça Malsa, il y en a. Ah, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. À Sainte-Anne, il y a le rapport indépendantiste qui siège sur la ville. Donc, des réels, je passe le bonjour à la maman Joby Valente. Des réels, il y en a. Des réels, il y en a. D'accord. Le LKP, Domota, il y en a. Je passe le bonjour à Ben Guiman d'ailleurs qui nous regarde certainement. Il y en a pas mal. Maintenant, c'est une logique graduelle qui doit s'effectuer pour qu'on puisse arriver au bout de ce procédé. Je ne fais pas partie des gens qui sont dans une logique d'idéaliser la démarche d'indépendance en pensant que tout se fait du jour au lendemain. Je dis, c'est pas ça. De la même façon que je dis pas qu'on doit tous rentrer en Afrique tout de suite. Non, c'est pas ça. Je sais qu'il y en a qui ne pourront pas le faire. Mais c'est des choses qui doivent, comment dirais-je, être inscrites dans notre agenda. Et ça passe par des étapes. Ça passe par un certain nombre d'étapes, que ce soit par rapport au référendum, que ce soit par rapport à notre organisation communautaire, par rapport au tissu social, par rapport à la réappropriation de nos terres.
Quand tu vois aux Antilles qu'aujourd'hui, il y a 1% de la population qui contrôle l'île, on va dire on trouve ça normal, parce que c'est comme ça, parce que c'est plus simple. Mais non, il y a un moment, il faut qu'on se libère. De la même façon que les prolétaires blancs en France, il y a 1% de la population qui dirige tout ce pays. Eh bien, c'est la même chose. Il faut aussi que chacun se retrousse les manches et prenne ses responsabilités. On est tous dans le même problème. Pourquoi on va refuser aux nègres ce qu'on est capable d'accepter pour nous? Chacun doit être dans une logique de se rapproprier sa propre destinée. Et la logique aux Caraïbes, dans la nouvelle génération, on ne le cache pas, hein, beaucoup ont cette peur aussi de se retrouver dans le même état qu'Haïti. Oui. Parce qu'Haïti, oui, a eu le courage, et moi je crois que c'est le pays que je respecte le plus sur cette terre, sur bon nombre de sujets, rapport à l'histoire, Toussaint, et les autres qui l'ont suivi ou qui l'ont précédé, Macandal et autres, Boukman, enfin, on pourra en citer, on n'a pas fini, mais toutes ces personnes se sont battues pour que cette île qui était Haïti devienne un pays qui soit la première république qui donne la force aux afro-descendants, aux nègres, plus que jamais, qui étaient ostracisés, qui étaient exclus de la logique de l'humanité. Le philosophe Grégoire Biogo dit c'est de l'exclusion que naît la volonté de se constituer en tant que sa propre puissance. C'est quelque chose qui doit aujourd'hui être pensé par nous autres, partout où nous sommes installés. Aux Antilles, nous sommes sur une plantation à ciel ouvert. Pour moi, c'est un camp de concentration. Je n'ai pas dit un camp d'extermination. C'est un camp de concentration aujourd'hui. Et les maîtres de la plantation gèrent les choses de la même façon, peut-être un peu plus gentil. Un peu plus gentil qu'avant. Il n'y a plus les coups de fouet, etc. Il n'y a plus les coups de fouet. Mais la diffusion de la drogue dans notre jeunesse, qui est là, pour moi une jeunesse messianique, au sens que de cette jeunesse, énormément de choses sortiront. Ils sont dans cette démarche d'essayer de nous éloigner de notre destinée. Et moi, j'ai un espoir illimité vis-à-vis de ces jeunes-là, aux Caraïbes, en Afrique, ou dans la diaspora de manière générale en Occident. J'ai un espoir illimité parce que je les vois, je vis, je suis en contact perpétuel et quotidien avec ces derniers. Et les choses sont beaucoup plus complexes que ce qu'on veut nous faire croire. Mais alors justement, j'ai une question, moi. C'est, parce que là, on a parlé de remigration. Que penses-tu de Pierre Rabhi? J'aime profondément Pierre Rabhi. Ah, t'aimes profondément, d'accord. J'aime profondément Pierre Rabhi. Lui est dans la proposition. Oui. On fait partie de ceux qui essayent de mêler proposition et opposition. Parce qu'il faut aussi toujours être capable de déconstruire la manière dont le système est en train d'être dans une logique de prédation. Mais la démarche de Pierre Rabhi, je veux dire, qui d'ailleurs, en effet, l'a côtoyé Thomas Sankara et d'autres, c'est la démarche dans laquelle on s'inscrit, dans notre logique de réappropriation de la terre. On a essayé, moi j'ai essayé par rapport à Dalal Diam, qu'on soit très clair, c'est quelque chose qui a échoué. Parce que dans un premier temps, Dalal Diam, le village panafricain dans lequel on était, on est venu avec un projet, avec une vision. Mais il faut que tout le monde soit prêt, quelque part, à se détacher du matérialisme dans lequel on est né. C'est un esclavagisme moderne aussi, ce matérialisme-là, ce consumérisme-là. Et la rupture peut être brutale, il ne faut pas qu'on se mente. Mais de cet échec-là, quelque part, on est né. On a grandi, on a appris à marcher. Et on a vu d'une autre façon, je donne l'exemple de la Sphère Dja au Bénin, ils ont réussi à construire un éco-village avec extrêmement peu de moyens, avoir une école qui tourne, avoir des centres culturels avec quasiment rien dans la forêt, capable de vivre naturellement avec notre propre paradigme. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Les choses sont possibles. Voilà. Et ce que fait Pierre Rabhi, il n'a pas été le premier à le faire. Il a théorisé mieux que beaucoup. Et moi, c'est quelqu'un que j'aime humainement parlant énormément. Alors moi, justement, je voulais te parler, puisqu'on a parlé justement de retour, de retour aux racines ou de remigration. Mais tu as bien compris, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut arrêter cette caricature dans cette dissidence, d'ailleurs avec laquelle je prends de plus en plus de distance, que je la trouve trop dogmatique, cette caricature qui est de dire qu'Aimé Seba dit tous les Africains doivent rentrer. Ça n'a jamais été mon discours. Oh, bien sûr. Ma démarche est bicéphale. J'ai une partie de mes partisans qui sont ici, et avec lesquels je serai toujours, et j'ai une partie qui est sur le continent africain, et j'assume. La seule chose que je dis à ceux qui sont dans la diaspora, respectez l'endroit où vous êtes, respectez le pays dans lequel vous êtes, faites en sorte d'avancer à partir du moment où on vous respecte. Mais moi, justement, j'ai une question, c'est par rapport au fait qu'en Afrique, on a déjà connu un pays dans lequel une diaspora noire est venue Elle a été organisée comment? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça soit saboté au Libéria? Qu'est-ce qui a fait en sorte... Non mais, oui. C'est comme si tu me dis, on a déjà connu en France, on a mis différents peuples, mais ça tient pas, guerre civile, et tout ce que tu veux. Oui, qui est-ce qui orchestre ça? Sans enlever notre responsabilité. Il faut voir comment un certain nombre d'esclaves sont venus. Moi-même, je te donne un exemple précis. Du côté de ma mère a des origines des Afro-Brésiliens qui sont partis du Brésil,
qui sont venus du côté de Porto Novo, au Bénin. D'accord. Beaucoup d'esclaves qui ont fui l'esclavage ou qui sont éloignés de l'esclavage, d'accord, qui ont réussi à s'affranchir, sont revenus au Bénin. Certains se sont comportés avec arrogance vis-à-vis des autres. D'autres se sont comportés avec humilité. C'est une question de rapport à l'autre. C'est humain, ce n'est pas nègre. Non mais est-ce qu'il n'y a pas quand même... Une incompatibilité? C'est-à-dire que regarde, moi ce que j'ai observé dans l'histoire du Libéria, quand même dans l'histoire du Libéria, il y a eu quasiment, je crois le pays a obtenu son indépendance, c'était au milieu du 19e siècle, jusqu'à 1900 à peu près 80, il n'y a pas eu un président autochtone. C'est-à-dire ça a été que successivement la question que je te pose, c'est, il y a un système qui est mis en place. On en revient toujours à la logique de déconstruction. D'un point de vue même de la pensée simple. Tant que tu ne déconstruis pas le système, tu avantages les uns au détriment des autres. Ils sont tous issus d'une même famille, d'autres viennent d'un endroit, viennent avec un regard aussi qui peut être un regard prédateur, sans faire de l'essentialisme. Tu vois un mec comme George Weah, il a de la famille afro-américaine, il a de la famille autochtone. D'accord? George Weah est le meilleur exemple de ça. Il a un double axe quelque part. Il a une origine des States, eux-mêmes sont des déportés, et une autre qui vient de la terre-mère, qui est née direct sur la terre-mère. Et George Weah le dit clairement, que le futur de ce pays, ça ne sera pas la domination des uns au détriment des autres, ça sera la convergence, parce que, qu'on le veuille pas, on est tous dans la même difficulté. Moi, je rentre au pays. Je rentre au pays, déjà, quand je rentre, je fais preuve d'humilité. Parce que c'est ça qui manque beaucoup sur le continent africain, c'est que quand on vient de la diaspora, on vient en mode, on donne des leçons et autres. Non, moi, je parle que de ce que je maîtrise. Parce que le panafricanisme, je l'ai étudié pendant 15 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai étudié. Avant même d'avoir terminé la formation universitaire en philo ou en sciences politiques, j'ai étudié ça en autodidacte comme un dingue, comme un forcené. Et c'est parce que j'ai étudié ça comme un forcené qu'on m'a laissé cette légitimité pour en parler dans les médias. Tu comprends? Mais je ne viens pas en disant ça se comporte comme ça, ça se comporte comme ça, ça se comporte comme ça. Si ça se passe comme ça, c'est normal qu'il y ait des clashs et des tensions avec les autochtones. Mais c'est pas inévitable, justement, un peu. Parce que, quelque part, regarde, je fais encore l'avocat du diable, mais imagine, on part demain, on se retrouve, allez, 1 million de descendants afro-européens qui venons en Afrique. Est-ce qu'on va pas prendre, sans le vouloir même, le pouvoir? Puisqu'on aura on va dire une culture différente. Il y aura toujours une séparation quand même, il y aura une culture. La plupart des esclaves rebelles étaient des gens qui faisaient partie d'une classe sociale souvent élevée, enfin, pas des esclaves rebelles, mais des chefs indépendantistes étaient des gens qui faisaient partie d'une classe sociale qui était un peu plus privilégiée que la masse. Oui, tout à fait. C'est une réalité. C'est l'histoire. Che Guevara, voilà. Voilà. Tu regardes Frantz Fanon, même chose. Tu regardes Aimé Césaire, c'est toujours la même chose. Tu vois, sans prêcher pour la paroisse, mais c'est du factuel. Et par rapport à cette réalité-là, il y a un moment où que ceux qui soient issus d'une classe sociale aisée ou pas avancent, ce qui compte le plus, c'est leur volonté d'indépendance de la globalité. Certains sont plus armés en fonction de l'univers dans lequel ils ont vécu. Moi, je suis issu, je l'ai dit, je ne le cache jamais, contrairement à d'autres qui jouent les hommes du ghetto tout le temps caricaturalement parlant, oui, j'ai vécu dans la rue pendant 1 an. Plus que la plupart des gens qui en parlent, parce que j'étais mis dehors à une certaine époque de ma vie, quand j'étais plus jeune. Et c'est ce qui m'a formé. Et moi, je suis issu mon père est médecin, ma mère est un ancien mannequin qui est devenu par la suite 4 infirmières, d'accord. Il n'y a aucun problème à le dire. Et je l'ai toujours dit dans mes livres, avec fierté même, tu vois. Bien sûr. Moi, je veux pas faire gangster, après t'apprends que mon père il est diplomate, c'est ridicule. Donc je parle des choses, après je parle de mon vécu. J'ai été mis dehors comme Bouddha qui sort de son palais et qui étudie le monde dans lequel il vit. Et c'est ce qui m'a permis de me rapprocher des gens. Et d'avoir une double lecture, une lecture de la rue et une lecture aussi avec un regard beaucoup plus reculé. Et ça, c'est ce que les têtes pensantes des différentes révolutions qui ont existé sur cette surface de la Terre ont compris aussi. Ils avaient une double lecture, celle de leur milieu social de base et ceux de leur milieu social d'adoption. Tu comprends ce que je veux dire? Et nous, on doit s'inscrire dans cette démarche-là aussi, où je pense que le problème n'est pas de dire, parce que certains qui viennent des États-Unis, qui viennent de la diaspora, ils viennent donc ils vont dominer les autres, c'est pas la question. Le problème, c'est pas de dominer ou de pas dominer, c'est qu'il y a une fusion. Moi, je fais très attention, par exemple, sur le continent, à énormément m'entourer. Beaucoup dans ceux qui me conseillent, la plupart des gens qui sont mes proches, qui sont mes grands frères, sont des gens qui sont nés là-bas. Parce qu'ils connaissent plus, ils ont plus de réalité, ils ont plus de compréhension du système dans lequel ils vivent que moi, ils sont nés là-bas. Moi, la seule chose sur laquelle je peux avancer, c'est sur la dimension du panafricanisme que j'ai étudié et s'en rendre compte plus que beaucoup, énormément.
Et parce que c'était pour moi une obsession, et c'est ce qui a été aujourd'hui pour moi, voilà, une chance, et j'essaie de rallumer la flamme sur ce terrain. Mais les choses ne sont pas un tel vient, les autres subissent, ça doit être un partage, comme dans tout ce qu'on fait. Je ne viens pas ici, j'ai raison, tu as tort. Tu as ta part de vérité, j'ai la mienne, et on avance. Que le mélange des idées se fasse, que le métissage des idées se fasse sur ce terrain-là. Voilà. Parce que le mot métissage est le mot favori dans la sphère de la dissidence française, j'ai l'impression parfois. C'est-à-dire, vas-y, comment ça, c'est un dissident? Non, c'est un typique. C'est un typique. Tranquille. Parce que, justement, bah, on peut dire le métissage. Le métissage, quand on parle métissage, le métissage des races, par exemple, il est inévitable. On peut pas... Qui a dit qu'il était évitable? Moi, j'ai juste dit qu'il faut faire attention. Il ne faut pas que ce soit un projet, quoi. Le problème, c'est que dans ce monde, à l'heure actuelle, c'est un projet. Et on voit le résultat au Brésil, où les peaux les plus sombres sont discriminées. J'ai vu Pépé, qui est pourtant un afrodescendant. Tu vois la gueule de Pépé, il ne ressemble pas à un Norvégien. Non, pas trop. Le défenseur du Real de Madrid. Naturalisé brésilien, naturalisé portugais, qui n'a pas grand-chose dans la tête. Pépé a insulté Keita de sale noir. Alors, quand tu vois Pépé qui est un Renoir, qui traite... ça te montre ce que le système colonial brésilien a inséré dans l'esprit des gens. Il leur a fait comprendre, plus t'es clair, mieux c'est. Mais dès que t'es Renoir, tu vois, le métissage ne résout rien, n'a jamais rien résolu, il faut qu'on arrête. Non, ça c'est vrai. Ouais. Et je différencie maintenant le rapport individuel entre un être et un être. Moi, il y a des gens que je connais, j'ai des proches, je suis même parrain de certains enfants, où la femme va être noire, l'homme blanc, et vice-versa. Ça ne veut pas dire que moi c'est mon projet, c'est mon rêve. Moi, je kiffe les femmes noires. Je suis marié à une africaine, j'ai eu un dernier enfant même avec une autre sœur. Voilà, c'est mon projet à moi. Tu comprends ce que je veux dire? Et j'ai aucun problème à le dire. J'ai aucun problème à le dire. Et j'assume cette réalité-là. Mais maintenant, des personnes certains veulent aimer les blondes, aimer les brunes, aimer les violettes, etc. Chacun aime ce qu'il veut. Il faut juste faire attention. Moi, je me méfie toujours quand le système mondialiste veut nous pousser à aller vers un endroit, je me dis pourquoi il fait ça? Et je regarde pendant qu'il veut nous pousser vers une route, pourquoi lui ne le fait pas? L'oligarchie, elle, ne se mélange jamais. Mais elle pousse l'humanité à se mélanger. Ça pose problème à personne, ça. Il faut que les gens réfléchissent. Comment ça se fait que ces gens-là qui gagnent tout le temps nous poussent vers une voie? Ils savent très bien que c'est un fossé, mais eux ne le font pas. Réfléchissons. Donc c'est pour ça que quand on me dit ouais, c'est inévitable, le métissage, t'as vu? On est tous ensemble. United Color of Benetton. On peut d'ailleurs réfléchir Benetton d'où ça vient, sans rentrer dans les détails. Je dis juste qu'il faut faire attention. La plantation mondialiste, elle a un projet. Maintenant, je différencie le rapport individuel. Il y a des gens qui sont plus engagés dans la cause noire. Charanta Diop était mariée à une blanche. Oui. C'est pas mon projet. Encore une fois, c'est des choses... Je me dis qu'on est le seul peuple où les têtes d'affiches, pendant longtemps, étaient mariées à d'autres, n'ont pas été mariées aux leurs. C'est pas le problème de prendre d'autres. Les chefs d'État occidentaux, ils vont tous prendre des maîtresses africaines. Ils en ont tous. Par contre, ils aiment bien les présidents mariés à des blanches. Non, mais c'est ça que je veux te dire. C'est que on est les seuls qui avons ce problème-là. C'est que là où Jacques Chirac, qui était le champion du monde des maîtresses sénégalaises, pour ceux qui savent, pour les vrais qui savent, Jacques Chirac, la go qu'il avait à la maison, c'était Bernadette. C'était pas, comment dirais-je, je vais pas commencer à clasher. Chacun ses icônes de beauté, mais voilà. Moi, c'était pas mon paradigme à titre personnel, mais il savait que par respectabilité, il était nécessaire qu'il prenne quelqu'un de chez lui. Et qu'il se présente comme ça. Après, ça n'empêche pas qu'il puisse faire ses dièses là où il voulait. Tous les chefs d'État occidentaux font ça. Mais nous, on est les premiers, on va prendre les femmes des autres. Nos femmes ne sont pas belles. Et c'est pour ça qu'après, il y a des gens qui viennent se permettre de dire « Oui, vos femmes ne sont pas belles. » Et d'ailleurs, certains que je ne vais pas citer, mais qui se reconnaîtront, qui vont dire « La plupart des black class vont prendre des femmes blanches. » Pourquoi disent-ils ça? Parce que nous-mêmes, on tombe dans ce piège-là. Moi, quand je vois mes sœurs, elles sont belles, j'ai le droit de le dire. Et il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas aimer son peuple sans aimer celles qui nous ont donné la vie aussi. Il faut qu'on réfléchisse énormément à ça. Ça, c'est pas du racialisme, c'est de l'intelligence. Mais dans un pays comme la France, qui est une exception par rapport à l'Angleterre ou les États-Unis où j'ai pu aller, ici, dire ça, on peut passer dans la dissidence franco-française comme un extraterrestre. Mais il y a des dizaines de milliers de gens, pour ne pas dire plus, qui comprennent ce que je dis. Il n'y a que ici où on nous a tellement matrixé, on est le deuxième Brésil, tu vois. On est un petit Brésil, la France. Le maçonnisme a pénétré dans nos têtes plus que n'importe où ailleurs dans le monde. Et donc, parfois, on dit des choses en se prétend résistant, mais on répète le logiciel argumentatif des élites. Il faut qu'on cogite à ça. Et avec le temps, même ceux qui nous trouvent trop radicaux comprendront qu'on était les plus cohérents sur ce terrain-là. Ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte. Je me suis retrouvé, il y a certaines
Aujourd'hui, maintenant, on a une époque où les gens nous reconnaissent beaucoup dans la rue. En Afrique, c'est normal avec la télé, mais ici en Occident, la crise a accentué le procédé. Parfois, il y a des Renois que je vois, ils me serrent la main, ils sont avec leur blanche, la blanche n'ose pas me serrer la main. Je dis, je suis pas Babtou Ophage, viens. Tu vois, on se check, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Moi, ce n'est pas votre amour à A et B que je critique. Je n'ai rien à voir et rien à dire dessus. Mais je dis, faites attention à ne pas dire que le métissage est la solution. Mettez votre amour. C'est un amour entre deux êtres humains, mais n'en faites pas un projet politique. Parce que ce projet politique, c'est ce qui est voulu par nos élites. Il faut cogiter dessus. C'est tout ce que je dis. Après, voilà. Ouais, parce qu'ils aiment bien, parce qu'on voilà, on sait que le président du Gabon est américaine blanche, le président de Côte d'Ivoire aussi, Ouattara, Ouad auparavant. Ouad auparavant, ouais, bah oui, bien sûr. Ils étaient tous, on a l'impression qu'ils s'étaient cooptés un peu sur ce critère, quoi. C'est pour ça on doit se poser des questions du pourquoi, du comment. Enfin bref. Alors on me dit, quelle place pour les Blancs en Afrique? Serez-vous aussi antiraciste dans ce sens-là? Moi je suis pas antiraciste. Ah, c'est Jojo qui mais moi j'ai jamais dit que j'étais antiraciste ou raciste, ça c'est une escroquerie le racisme en tant que tel. On préfère tous celui qui est dans notre maison que le voisin, on préfère tous notre voisin, celui de la ville d'à côté. Voilà. Tu vois, donc moi je j'ai pas de question de lutter, que j'ai pas le temps pour ce racisme. Souvent il y a des gens dans notre communauté, dès qu'il va y avoir un truc où les Renois s'insultent, ouais, tu nous as insultés de sale noir. Moi j'ai plus le temps pour ça. C'est-à-dire que on ne respecte que les personnes qui se prennent en charge politiquement et économiquement. Les Chinois étaient insultés dans les années 80, étaient insultés dans les années 70, plus personne n'insulte les Chinois. Tu crois que le racisme a disparu? Non. Mais le respect par rapport à la manière dont ils ont émergé a fait en sorte qu'aujourd'hui tout le monde se tait. Ah, tu dis, acquérir le respect c'est plus fort et on oublie le racisme après parce que... Le racisme se tait quand la puissance naît. La puissance ne respecte que la puissance, comme dirait l'autre. Et donc, moi, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis. Et c'est l'adage de supranégritude, qui n'est pas une négritude suprémaciste comme les gens qui ne lisent pas veulent le faire croire. C'est aller au-delà d'eux. C'est ça, supranégritude. Et supranégritude, tome 2, via Black Nihilism, mon second ouvrage qui se vend bien, et je suis content. Le projet de Black Nihilism et la logique de Black Nihilism, qui est la suite de supranégritude, c'est de se dire qu'il faut qu'on soit dans une démarche, en effet, d'autodétermination. Et la réalité de la résistance africaine au mondialisme, c'est de comprendre que on doit songer nous-mêmes à être les propres responsables de notre destinée. Ne pas laisser d'autres conduire notre maison, conduire notre voiture. Et nous envoyer dans un schéma ou dans un chemin qui ne sera pas le nôtre. Il faut qu'on essaye de penser par nous-mêmes, pour notre propre destinée. Qu'on arrête cette logique de cooptation, qu'on arrête cette logique d'instrumentalisation politique qui est la nôtre. Et il n'y a que comme ça qu'on se fera respecter à travers le monde. Là, il y a eu une histoire, il y a l'histoire des os humains. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Exhibit B. Ah oui, bien sûr. Voilà. On voyait qu'il y avait une équipe là-dessus. Voilà. Là-dessus, on m'a demandé de me prononcer dessus. Parce que là, maintenant, en gros, dès qu'il y a un truc, il faut qu'on se prononce. Bien sûr que voir des noirs en cage, je ne peux pas accepter ça. Et moi, je me joins à la colère de toutes les personnes qui sont indignées par ça dans notre communauté. Qu'on soit très clair. Simplement, je veux qu'on évite aussi la caricature qui est que il y a deux choix. Soit on fait sauter le spectacle. Moi, j'ai pas le temps pour ça, objectivement, je vous le dis franchement. Parce que je sais qu'il arrivera un temps, si on converge tous vers le même sens, on n'en est pas encore là, mais si on converge tous vers le même sens, ils seront plus capables de faire ça. Ils ne mettront jamais des juifs en cage, par exemple, tu vois. Mais parce que les juifs s'organisent. Sauf qu'eux s'organisent au détriment du reste de l'humanité. Et moi, je voudrais m'organiser en fraternité avec les autres, mais pour nous-mêmes. C'est différent. Le réalisateur, certains disent c'est un raciste. Peut-être qu'il ne l'est pas. Moi, l'histoire de raciste ou pas raciste, c'est quelqu'un qui voulait à la base dénoncer le racisme. Dénoncer par l'art l'instrumentalisation de l'homme par l'homme. Dénoncer le capitalisme. Dénoncer le colonialisme. Pour moi, il a été maladroit, ce qu'il a fait est malsain. Parce qu'il y a toujours le schéma du blanc qui met des noirs en cage. Exhibit B, c'est ça. Si vraiment il veut lutter contre et dénoncer la chosification de l'homme par l'homme, rien ne l'empêche de mêler derrière les barreaux, plutôt que de mettre des noirs, parce que ça va être mal compris. Tu mets des gens de toutes les ethnies, et tu montres la bêtise de ça. Mais mettre des noirs par un blanc, bien sûr que ça va être mal pris. Et je pense qu'il faut qu'on soit aussi, il y a deux choix. Soit on se bat, soit on dialogue. Moi, je serais prêt, si j'avais la possibilité, je discutais avec ce gars et je lui dis, tu dénonces soi-disant le racisme, comme tu le dis, organise-toi autrement, parce que ce que tu fais là est malsain. Ce que tu fais là, tu agis mal. Il se plante, ouais, peut-être. Il se plante. L'enfer n'est pas de bonnes intentions. Exactement, on peut être sincère et avoir sincèrement tort, je suis le premier à le dire. Tu vois? Donc on dialogue. Mais je vais pas racisme, parce qu'en réalité, je suis à un stade, je te le dis, où je suis humilié contre ça. Je suis à un stade où les gens qui manquent de respect, je vais réagir direct, je vais dire, ah, toi tu manques de respect, t'inquiète, je vais te manquer de respect aussi, plus on avance. Mais je vais pas passer 10 heures sur le truc, tu vois. Voilà.
Tu manques de respect, je vais te manquer de respect aussi. Mais je vais pas être... Ouais, c'est fini de la pleurer, non, mais non, manifester, on est contre et tout. Bah, y en a qui le font, je veux pas jeter la pierre sur ceux qui le font. Parce que chacun aussi a son stade dans cette réflexion-là. Mais on arrivera à un stade où on ne sera plus touché par ça parce qu'on sera tellement puissant, et on sera tellement structuré qu'on n'aura plus le temps à perdre avec le regard de l'autre. Parce que ce qui comptera, excuse-moi, ce sera le regard qu'on se porte vis-à-vis de nous-mêmes. C'est dans cette logique, moi, que je me situe et que je m'inscris. Alors on me demande, est-ce que tu songes à accéder au pouvoir politique institutionnel en Afrique? Ça, c'est choses... Tout le monde se pose la question. Je t'avais déjà posé la question, faut dire, la première fois, mais là, ça se précise, on a l'impression... C'est pas que j'ai un tabou, mais tous les Africains qui rentrent en Afrique, tout le monde veut être président. Donc moi, j'ai toujours charrié ça. Je trouve ça malsain. Le but, la finalité, c'est pas d'être président. La finalité, c'est de savoir ce que tu fais pour ton continent, pour le lieu dans lequel tu vis, où tu vis. Je t'ai dit que j'ai beaucoup voyagé à différents endroits cette année. Je suis rapproché beaucoup des Vénézuéliens, énormément. Oui. En plus que de tous les autres, je pense. Les Iraniens aussi. Les Cubains, par extension. Le Zimbabwe. Et ce qui est marrant, c'est que dans tous les voyages que je fais, tout le monde me relance sur cette nécessité qui est que là, je suis à une étape qui est importante. J'ai une grosse visibilité grâce à la télé. Mais que l'étape supérieure après, c'est dans la société civile. On l'est déjà via les médias, mais être dans une démarche d'avoir maintenant une responsabilité politique. J'y songe. Mais pour moi, ce qui compte pour l'instant, c'est la diffusion des idées. Parce que je me rends compte de l'impact de la diffusion de notre discours. Va sur notre page, j'aime pas le terme page fan, mais sur notre page Soutenons Kémy Séba. Mon assistante aujourd'hui, elle a posté mon retour au Sénégal. Regarde les commentaires des gens. Tu vas voir des gens, tu as des avocats, tu as des journalistes, mais regarde l'impact qu'on a sur ces derniers. Il faut réfléchir à ça. Parce que les discours qu'on a est dans une logique quelque part de redynamiser chaque secteur d'activité. Parce que le panafricanisme s'insère dans tout, en réalité. Et viendra l'étape et le moment où, oui, je songerai, pas à une question de président, ça ne m'intéresse pas, mais à m'occuper d'une localité. Moi, à long terme, je ne le cache pas, l'Union africaine, c'est quelque chose sur lequel je porte un regard précis. Parce que pour moi, c'est un grand récipient, mais on a mis de la pisse dedans, alors qu'à la base, on devait boire de l'eau. Le professeur Biogo m'excuse quand il entendra la pisse dedans. Mais voilà. L'Union africaine, j'y songe énormément. Ouais. Mais pour aller à l'Union africaine, il faut un mandat électoral précis. Qu'il soit municipal, qu'il soit de député ou autre. Donc j'y songe. Mais je suis jeune, hein, j'ai que 32 piges. Même si on a l'impression peut-être un futur président, alors... Non, c'est pas objectivement, voilà. Non. Moi, je suis juste un serviteur du continent. Ouais. Un serviteur. J'ai un pied au Bénin, ouais, où j'ai acquis par la grâce de Dieu ma nationalité il y a quelques temps, parce que c'était extrêmement important pour moi, bien que né en France, d'avoir ça. Tu avais la nationalité française? J'avais que la nationalité française, et je l'ai eu, ça fait un an que j'ai la nationalité béninoise, je suis très heureux de ça. Dans mes nombreux voyages dont je ne parle pas forcément tout le temps, mais voilà, les choses se font. Là, on m'a proposé, parce que les gens aiment beaucoup ce que je dis à la télé, on m'a proposé la nationalité sénégalaise. Ah ouais? Ouais, si. Après, je suis pas sûr d'accepter, non pas parce que j'aime pas le Sénégal, mais parce que je vois au-delà de ça. Mon but n'est pas d'être sénégalais ou autre, même béninois, je te le dis franchement, ce sont des identités qui ont été créées par d'autres. Quand on analyse Sénégal, ce que c'est, quand on analyse Bénin, c'est des noms de l'autre. C'est pas notre nom à nous autres. Mon projet est le panafricanisme. Et je vis au Sénégal, Bénin, Nigeria ou autre, partout où je voyage. Ce qui m'intéresse, c'est d'être avec les miens, avec les nôtres, et d'avancer dans une direction précise. Mon rôle, c'est celui-là. Et si j'ai une démarche politique, ça sera au Bénin. Parce que c'est là où mes parents sont nés, c'est là où j'ai ma famille de sang, même si j'ai beaucoup de cousins au Sénégal. Il faut savoir que mon père a fait ses études de médecine, a commencé ses études de médecine à Dakar. J'ai ma grande sœur y est née. Elle est née à Dakar. J'ai énormément de cousins là-bas. Donc la télé, ça sera au Sénégal, et je pense que la démarche politique, tôt ou tard, ça sera probablement au Bénin. On verra. Alors, on nous parle, tout à l'heure, on m'a parlé de liberté d'expression en Afrique. C'est vrai que le Sénégal, c'est un lieu particulier. Elle est supérieure à la France. Hein. Ouais. Ah non, après, ça dépend des endroits. Tu vois. Par exemple, Sénégal, on le sait, une tradition politique. C'est le pays de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est le pays de Cheikh Anta Diop. Voilà. Tu vois, c'est un pays extraordinaire, le Sénégal. C'est la centrale sur le terrain francophone, c'est la centrale dans la masse, hein, je ne parle pas dans les élites. Mais c'est l'épine dorsale de la pensée de libération africaine à l'heure actuelle, de l'intelligentsia. La conscience africaine, c'est là où les foyers africains se font le plus possible, c'est là. C'est pas un hasard que je sois allé là-bas.